j'ai passé le cap, toute voile dehors, traversé le lac, foncé vers le nord, je voulais m'enfuir. Je ramais si fort, mais le large était loin encore. Lundi midi, Villerville était désert. Lorsque je vivais ici, je détestais le dimanche et le lundi à part égale. Je me sens depuis de si longs mois absent de ce monde-là. Tout au plus, témoin admiratif du désir. Et puis soudain, brusquement réveillé, dans la torpeur, la moiteur épicée. Promesse d'une prolongation, d'une histoire, d'une fin de nuit peau contre peau. On resterait amis, hein, on se quitte vite fait. Et le soir venu, de nouveau, l'espoir que la grande ville tienne ses promesses. L'être providentiel, je me prenais à penser que rien d'autre ne valait que ça. L'attendre, sagement, patiemment, la remplaçante. Et puis parfois la flemme, parce que rien ni personne ne venait, alors je rentrais. Mais toujours, je repartais le lendemain soir, sur les coups de 21h, dans un même mouvement de fuite, de désir, de sabordage et de vie. Bonjour, merci de venir petit déjeuner avec nous en intérieur, dans ce superbe lieu que pour ce qui me concerne, je découvre, car honte sur moi, je ne suis pas lillois, mais beau lieu, beau temps. Ça tombe bien parce qu'on va parler aussi de récits ouverts quelque part, puisqu'on va parler justement de récits, mais de récits illustrés. Comment est-ce qu'on les compose, comment se crée le dialogue entre un écrivain, un romancier et un illustrateur. Depuis toujours, je me nourris évidemment du travail des autres. Je ne sais pas comment on fait pour créer sans se nourrir ailleurs. Et on est d'une génération où on se nourrit partout. Pas essentiellement, pas exclusivement en littérature, bien sûr. Quand on regarde les photos, je pense que c'est évident pour tout le monde. Quand on sait que c'est un hôpital, très bien, mais de prime abord, on pense quand même plutôt à un lycée désaffecté. Et donc j'ai voulu construire un livre de cette ambiguïté-là. Vous prononciez le mot qui me va, parce que ça fait partie de mon boulot romanesque et littéraire, l'ambiguïté, l'équivoque. Les êtres que je photographie, la plupart du temps, on ne les reconnaît pas. Les lieux, je fais en sorte de gommer des signes trop évidents des villes que je photographie, la plupart du temps. Et par ailleurs, l'époque n'existe pas vraiment, quoi. Il y a très peu de preuves que les photos sont prises en 2013 ou en 2012, peu importe. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'image. C'est vraiment un déplacement, une manière de gommer l'identité de départ des choses et des êtres. Puisque la photographie a ça d'extraordinaire, c'est qu'on compose tous avec ce qui nous fait face et que personne ne fera la même image face à ce qui est là. Un écrivain qui raconte quelque chose, il se signale à la première personne, enfin, en tout cas, mais la photo, le photographe disparaît complètement. Il est déjà caché derrière l'appareil et contrairement à un peintre dont on voit la trace de son passage sur une toile, un sculpteur pareil, le photographe, il est totalement évacué de l'image. Donc c'est très étrange. Moi, je voudrais dire sur la question de savoir si c'est un autre langage. Pour moi, ça ne s'adresse pas à la même partie du cerveau, ou au même sens, un petit peu comme, comme quand tu regardes le soleil à travers tes paupières, tu vois une forme, enfin une lumière, et tu sens sur ta peau, c'est autre chose. Pour moi, l'écriture et la photo, c'est plutôt de cet ordre-là. Bienvenue à cette rencontre placée sous le signe des rapports qu'entretiennent le théâtre et la littérature. Il sera donc question de ce qui se passe entre la mise en mots et la mise en scène, et vice-versa. J'ai relevé cette phrase de Michel Vinavert qui dit que le théâtre, c'est aller voir ailleurs tout en restant là. Aller voir ailleurs, finalement. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse ? Moi, je dirais plutôt que toute littérature, c'est essayer de trouver l'ailleurs dans le là où on est, n'est-ce pas ?
Voilà, dans notre temps présent, dans notre lieu, toujours il s'agit de trouver l'ailleurs de ça. C'est ailleurs lointain et proche à la fois. Mais moi, je suis poète, je me suis d'abord imaginé poète, j'ai continué à essayer de vivre en poète et je finirai comme ça. Et le théâtre est un avatar de mon état de poète. Avec quoi moi je fais du théâtre? Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui se revendique aussi totalement du poème dramatique. Je considère que le théâtre fait partie de cette grande chose qui est la poésie. La poétique, je peux la faire advenir sur un plateau, sans un mot, avec juste un effet de lumière. Mais pour autant, je ne mets pas en hiérarchie, je ne hiérarchise pas le texte par rapport à la lumière ou des choses de cet ordre-là. Pour moi, écrire du théâtre, c'est écrire du corps, c'est écrire de la langue parlée, c'est écrire de l'action, c'est écrire du mouvement. Nous n'habitons pas le langage. Il nous découvre. Il nous fait tendre une main nue, un coup surpris. Il nous tire les yeux dans la phrase pour que le corps se débrouille avec le monde et la parole. Il nous expose à vif et conduit nos forces où la lumière cesse. Dehors, les yeux sont ouverts, tous les points de la surface sont lavés. Pour soulever, perception troublée, trous de ville sont les cadres précis. La joie, pourtant, je dis pourtant, il faut se fier à la syntaxe. En bonne grammaire, la joie est un adverbe de contre-nuit. Dans la phrase d'ombre, un brusque pli de la lumière. Quelque chose, mais quoi, qui rompt la clarté noire où nous sommes, l'instant ouvert, l'instant fendu où brille un or énigmatique. Nous n'avons pas de protection particulière, ni casque, ni cuirasse, ni bouclier, ni jugulaire, pas d'amulette, pas d'oripeau, pas même un dieu de raccro, rien qu'un peu de ce vent d'Est qui souffle encore contre nos lèvres. J'aimerais savoir ce qui dans l'aventure picturale, vient nourrir vos questionnements et vos recherches. Les mots ne nous donnent pas les choses, ils nous les enlèvent, oui, pour les dire autrement. Tout ce travail n'existerait absolument jamais s'il n'y avait pas d'abord pour moi un étonnement devant le phénomène même du langage, devant la matérialité du langage. Prendre des choses, que ça devienne des mots, prendre des actes, que ça devienne des verbes, nos vies, que ça devienne des textes, cela, tous les matins, chaque fois, tout le temps, ça, c'est tout à fait sidérant. Sans risque, il n'y a pas d'écriture qui vaille. Et c'est extrêmement difficile d'aller un petit peu plus loin que soi, ou un petit peu plus loin que là où on a l'habitude d'aller ou de mettre les pieds.
que j'aime faire avec les peintres, c'est qu'il y ait vraiment des projets communs qui se transforment parce qu'on est deux et parce qu'il y a un vrai dialogue entre nous. Alors, pour revenir au Tao du Toreo, Ernest, il était très bloqué sur ce thème de la tauromachie, pas parce qu'il est allergique à la tauromachie, il est venu avec moi dans les arènes et il aime beaucoup ça, mais parce qu'il y a Picasso qui il a ça sur les épaules. Et en fait, c'est quand il a trouvé, à partir d'un certain moment, un certain type de papier, un certain type de gras de crayon, etc., qu'il s'y est mis et qu'il en a fait toute une suite. Et c'est un livre de nous deux maintenant. C'est-à-dire, c'est pas simplement un livre de moi illustré avec des dessins d'Ernest, c'est le Tao du Toreo, il y a une part qui est d'Ernest Pignon-Ernest. Ça ajoute même à la lecture du texte. Et cet après-midi, on a le plaisir de vous faire découvrir un ouvrage qui est tout frais, tout chaud, sorti aux éditions Infinite, Known Unto God, ou l'incroyable histoire de Monsieur Topofsky. C'est amusant parce que j'ai l'impression d'être dans une classe où on bavarde à mes côtés, alors qu'en fait, tout simplement, on traduit pour que tout le monde se comprenne. Mais ça donne une ambiance comme ça un peu décalée, un peu surréaliste, ce chuchotement qui fait très poésie sonore en fait. Moi, ce qui me faisait peur dans ce projet, c'est que la mine, quoi, c'est un archétype, c'est énorme dans l'histoire de la région. Et je ne suis pas fils de mineur, mais par contre, dès l'enfance, j'ai pris de plein fouet cet archétype des mineurs. Ces hommes, dieux, qui reconstruisent la France, qui risquent leur vie. Donc déjà, en tant qu'enfant, j'étais façonné par cette espèce de légende sur le monde de la mine. Je n'avais pas du tout de relation à ce passé minier. Mais quand je suis arrivé, effectivement, Dominique avait déjà cette idée. Et donc, nous sommes tout de suite mis au travail autour de cette idée. Moi, je suis arrivée ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, de la Haute-Silésie, là où il y a énormément de mines. Moi-même, je suis un petit-fils, un fils de minier. Le nom de M. Topofsky, c'est un truc quand même incroyable. C'est qu'un soir, on se dit, avec Stan et moi, mais comment on va l'appeler ? Il faut qu'il soit polonais, parce que voilà, il y a beaucoup de mineurs polonais, c'est important. Puis c'est une sorte de taupe, il va vivre dans la terre comme une taupe. Taupe, est-ce que ça existe ? Topofsky, ça existe ? Et on se tourne vers Arek, ça existe ? Oui, Topofsky, ça existe en Pologne. Quand vous verrez le livre, si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez qu'il y a des traces de doigts, noirs, en fait, des empreintes. Voilà. Et quand j'étais au tirage chez l'imprimeur du livre, le conducteur sort la feuille de la machine, et puis il me présente la feuille, voilà. Et puis là, il voit cette trace de doigt, il regarde son doigt, il pensait que c'était lui qui avait fait la tache sur la feuille. Enfin, voilà. Bonjour, vous êtes parti, on n'en est pas revenu. Repassez chez vous, venez prendre vos affaires. Vous feriez mieux d'y aller. D'aller à jour, à toute heure du jour, comme de la nuit. Vous êtes cuit. Si j'écris, c'est différent. Il faut quelque chose qui soit adapté. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.